En montagne, justement, il faut prendre des précautions beaucoup plus grandes, des massifs d'encrave. Les massifs d'encrave sont ces massifs en béton sur lesquels les pylônes sont ancrés. Ces massifs d'encrave sont souvent beaucoup plus importants en montagne, justement pour bien asseoir le pylône, mais dans le cas qui est celui de la Haute-Durance, je crois qu'on pourrait ancrer à 100 mètres, que ça ne fondrait rien. Mais en attendant, ça implique que la société qui va devoir mettre tout ça en place va effectivement devoir avoir des surcoûts importants à ce niveau-là. Et puis en montagne, il y a aussi le surcoût du travail lui-même, parce que l'essentiel du travail est fait par hélicoptère. Donc tous ces massifs d'encrave qui sont parfois énormes, c'est des mètres et des mètres cubes de béton, il faut emmener tout le matériel par hélicoptère, il faut tout installer sur place par hélico. Donc tout ça aboutit à des surcoûts qui bien souvent n'apparaissent pas dans l'étude d'impact. Dans l'étude d'impact, ils prennent un coût moyen, sans tenir compte des réalités du terrain qui va les obliger à payer 40, 50 ou 100% en plus. Ici, par endroit, peut-être pas sur la... Bon, parce qu'en plus, les surcoûts, c'est pas nécessairement sur toute la longueur de la ligne. Il y a des tronçons, et je vous dis ici, le tronçon sensible par excellence, c'est essentiellement celui qui va de la bâtie jusqu'à Fatourou, quoi. Bon. Donc, ça fait quand même un bon morceau, ça fait presque les 2/3 de la longueur, où là, les surcoûts risquent d'être de l'ordre de 100%, de doubler la mise, à cause de la difficulté et de la nécessité d'aller faire des points d'ancrave pharaoniques qui risquent en plus de ne pas tenir. Je crois que c'est tout simplement parce qu'en général, ils n'en tiennent pas compte. Ça a toujours été comme ça depuis 25 ans. Vous savez, le droit français en matière d'études d'impact est ainsi fait que c'est assez bizarre, mais le volet financier de l'étude d'impact, bien qu'il soit obligatoire, n'oblige pas le maître d'ouvrage à détailler. Le maître d'ouvrage n'est tenu qu'à donner une estimation. Bon, alors il donne l'estimation qu'il veut. Bon. Puisque de toute façon, en général, on ne sait pas vérifier après. Parce que quand on demande des comptes à EDF, quand on leur demande des justifications comptables, on n'en a pas. On n'en a jamais eu. Et on n'en aura jamais. Parce qu'ils se retirent devant le confidentiel, patati patata. Bon. Donc on a jamais une facture qui permet de dire, tiens, sur cette ligne, ça a coûté autant exactement pour les pylônes. Non, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ce qui prouve que si ça n'existe, non pas que les factures existent, attention, c'est pas que les factures n'existent pas, ça veut tout simplement dire qu'ils ne veulent pas les produire. On se base sur des réalisations en cours, on se base sur des renseignements qui proviennent des sociétés câblières, qui, bon, on ne peut pas dire qu'on n'obtient pas toujours le prix au dernier carat non plus, parce que comme je l'ai dit, tout dépend de la commande finale. Bon, le câblier, il pourra vous donner un prix précis si on lui dit exactement c'est de le cuivre, c'est de l'aluminium, c'est telle section, et ainsi de suite. Donc, au stade actuel, on fait un chiffrage moyen. C'est ainsi qu'on sait que pour une 225 000, on est entre 0,9 et 1,2 million d'euros au kilomètre. Bon, ça, c'est la moyenne. Donc là, on a des références. On peut se baser sur des ouvrages existants, on peut se baser sur des informations venant des sociétés câblières. Le prix des accessoires, c'est la même chose, on les connaît. Le prix du génie civil en souterrain, on l'évalue assez facilement parce que c'est du génie civil courant, ordinaire. Il n'y a pas de surprise comme quand on met des pylônes en flanc de montagne. C'est du génie civil ordinaire. Donc là, on peut beaucoup plus facilement chiffré et on peut beaucoup plus facilement être proche de la réalité. Et c'est ainsi qu'on sait qu'aujourd'hui, pour un chantier 225 000 moyen, comme ici, qui ne présente pas de difficultés vraiment extraordinaires, en investissement, on est entre 1 et 1,5 par rapport à l'aérien, en investissement. Ou bien on est à chiffre égal à peu près, ou grosso modo maximum 1,5 fois. Et d'ailleurs en 2010, quand j'ai été interviewé par France 2 dans l'émission Complément d'enquête, là on m'avait demandé de commenter ce que disait le chef de projet d'RTE sur un projet dans le Massif central. Et là, bizarrement, je crois que le chef de projet devait savoir que j'allais être interviewé en même temps que lui sur cette affaire, et là il a dit 1,5 fois.
parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'être contredits dans la même émission. Alors là, par prudence, ils n'ont pas trop monté la barre au départ. Et comme on m'a effectivement demandé de commenter dans cette émission ce que disait le chef de projet d'RTE, je dis oui, 1,5 fois, ça c'est à peu près raisonnable. C'est entre 1 et 1,5. Ici, on va se trouver dans cette configuration-là. Il faut faire le calcul en aérien et en souterrain. Dans tous les cas, là aussi, c'est parce que, bon, en général, EDF et RTE ne donnent pas ça, parce que, tout simplement, le droit français ne l'exige pas, alors que le droit français devrait l'exiger. Dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel domaine, on ne tient pas compte que de l'investissement. On tient compte de ce que l'ouvrage coûte sur la totalité de son existence moyenne. C'est pour ça que la durée de vie comptable, elle est moyenne. C'est 40 ans, c'est là. Bon. En général, d'ailleurs, la plupart des ouvrages dépassent les 40 ans. Ils ne vont pas tous jusqu'à 80, mais bon, souvent, ils dépassent les 40 ans. C'est une durée moyenne. Mais on devrait toujours tenir compte de ce que l'ouvrage va coûter en exploitation normale, ordinaire, sur les 40 ans. Et donc, en aérien, il faut comptabiliser tous les frais de surveillance, de maintenance, de réparation, de perte de courant, et ainsi de suite, et en souterrain aussi. Or, en souterrain, ces frais d'exploitation sont très faibles, sont très bas. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de surveillance, il y a très peu de panne, donc tout ça est très bas. On a aussi 2 fois moins de pertes de courant dans un câble souterrain que dans des lignes aériennes, en moyenne à peu près. Donc tout ça, il faut le comptabiliser. Mais bizarrement, EDF et RTE, eux, ne comptabilisent pas ça. Mais ça, il faut leur demander pourquoi. Bon, pour 2 raisons. La première, c'est une raison qu'on appelle le tri. C'est la notion de tri, fait EDF, DEVA et fait RTE, puisque bon, c'est la même maison. C'est le taux de rentabilité immédiate, qui est une notion purement d'économiste de la boîte, quoi. Qui veut que, pour rentabiliser le plus rapidement possible l'investissement, parce que c'est un calcul d'actionnaire, là, c'est pas un calcul de service public, c'est un calcul d'actionnaire, le tri. Eh bien, on met du souterrain là où il y a beaucoup d'utilisateurs au bout de la ligne. Donc, plus il y a de clients desservis par la ligne, et plus le taux de rentabilité immédiate est élevé. C'est ainsi qu'à Paris, il n'y a pas de problème. Il y a tellement d'abonnés sur le kilomètre que là, fatalement, le taux est intéressant. Et c'est ce qui les amène à dire que, bon, par contre, là où il y a les pecnos de la montagne ou de la campagne, ça ne vaut pas la peine, quoi. Bon, parce que là, ils vont amortir plus. Il faudra un peu plus de temps pour amortir l'investissement qu'en agglomération. Aujourd'hui, à Paris, à Toulouse, à Marseille, on ne fait plus de souterrain. Bon, même en 225 000. Et puis la deuxième raison, c'est l'éternel conflit de lobby. Ça, à la limite, c'est même en réalité la vraie raison. Le lobby de l'aérien et le lobby du souterrain, c'est pas le même lobby. C'est pas les mêmes entreprises, c'est pas les mêmes actionnaires, c'est pas les mêmes intérêts. Et chacun essaye de... disons que le lobby de l'aérien... Le marché de l'aérien, c'est un marché juteux, c'est un marché qui rapporte énormément aux entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. D'une part parce que c'est un secteur qui est amorti depuis longtemps, il n'y a pratiquement pas de recherche-développement dans ce domaine-là. Un pylône de 1920, un pylône d'aujourd'hui, c'est un pylône. Bon, les fins d'isolateurs, elles ont un peu évolué, mais il n'y a pas beaucoup de recherche-développement, ça ne leur coûte pas grand-chose à ce niveau-là. Donc finalement, c'est du gros bénéfice en aérien. C'est très différent en souterrain où là la recherche de développement coûte cher, encore à l'heure actuelle, surtout que maintenant on est en train de mettre au point les câbles supraconducteurs, qui est la nouvelle vénération. Donc là ça demande de gros investissements, c'est pas du tout les mêmes calculs. Donc le lobby de l'aérien, lui, essaye de s'accrocher à sa rente. C'est une rente. En faisant pression sur le ministère de l'Industrie, sur RTE, sur EDF. Il ne faut pas croire, EDF et RTE n'ont pas les coudées francs, même pas le ministère de l'Industrie. Il y a un lobby industriel extrêmement puissant derrière l'aérien, où on retrouve même carrément des groupes bancaires comme Paribas, etc., qui sont les actionnaires de certaines grosses entreprises. Le groupe FAF, Société Anonyme, qui est un gros constructeur de lignes aériennes, les actionnaires principaux, c'est Paribas.
Bon, et ainsi de suite. Je pourrais vous donner quantité d'exemples. Or, ces gens-là n'apparaissent jamais dans les études d'impact ni dans aucun document. On ne se rend pas compte en général que ce sont les actionnaires de ces entreprises. Je parle des gros actionnaires. Bon. Par exemple, Total est un des gros actionnaires d'Eiffage, le groupe Total. Eh bien, ce sont ces gros actionnaires qui tirent les ficelles en réalité. Dans tous ces dossiers-là, ce sont les gros actionnaires des grands groupes industriels qui tirent les ficelles. Et pas uniquement, il y a aussi le lobby nucléaire derrière, qui a aussi des intérêts divers et variés, Framatome, vont passer des meilleurs. Mais bon, tout ça, c'est, je veux dire qu'à la limite, c'est la partie occulte du dossier. Mais il faut bien se rendre compte que bien qu'elle soit peu connue, c'est presque la partie essentielle. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi des entreprises comme RTE ou EDF, à la limite, sont encore contraintes de faire de l'aérien. Oui, oui. Mais ils n'ont pas la maîtrise totale de la fosse. Parce que le lobby de l'aérien, pour des raisons historiques, est beaucoup mieux implanté vis-à-vis d'EDF et RTE, et même vis-à-vis du ministère de l'Industrie, que le lobby du souterrain. Donc, fatalement, c'est le lobby qui a encore le poids le plus important, qui essaye de l'emporter, d'imposer sa solution.